Alors, la plus difficile émotionnellement, ça aurait été une prise d'otage dans un train avec un individu qui avait pris en otage une femme avec deux sabres sous la gorge. Et, euh, et donc, le face-à-face a duré 2h30. Ça s'est bien fini, mais c'est vrai que d'être à moins de 2 mètres d'une personne en train de négocier alors qu'il a deux sabres et qu'il veut l'égorger, c'est vrai que c'était un petit peu tendu émotionnellement. Donc c'est ce qui a été un petit peu le plus difficile. Je voulais On a un guest spécial et c'est Didier. Didier Guéguen est un ex-négociateur du RAID. Pour ceux qui ne connaissent pas le RAID et le GIPN, il va nous expliquer. C'est une unité d'élite de la police, je pense, qui est chargée des situations de crise. Donc, bienvenue Didier. Écoute, je peux pas faire toute... J'ai vu tout l'impressionnant parcours, j'ai vu toutes les médailles de courage, d'honneur que tu as reçues au cours de ta carrière. J'ai vu les témoignages de tes confrères qui ont dit que la légende raconte que tu as été choisi parmi des milliers. J'ai vu que tu es tireur d'élite et aujourd'hui tu t'habilles en Spider-Man pour aller voir les enfants malades dans les hôpitaux. Bienvenue Didier et dis-nous plus. Merci. Qui est Didier? Bonjour à tous. Oui, bah écoutez, j'ai eu la chance d'appartenir à l'unité du RAID. Le RAID, c'est une unité de la police nationale qui gère tout ce qui est forcené, prise d'otage, qui a pris complètement toute l'intervention au niveau français, au niveau police nationale, puisqu'avant il y avait les GIPN. Les GIPN sont devenus des antennes du RAID. Voilà, donc les GIPN n'existent plus, mais c'était la première unité française au départ en 1972. Donc maintenant, il ne reste que le GIGN et ses antennes, et le RAID et ses antennes. Voilà, le GIGN, c'est pour la gendarmerie nationale. Super. Kevin, alors, go nous, ahead. on intervient sur tout ce qui est forcené, prise d'otage, enlèvement, mais aussi protection de personnalité. Mais notre travail en priorité, c'est forcené, prise d'otage. Savoir que depuis quelques années, bien sûr, la priorité est quand même tout ce qui est terrorisme. Mais sinon, on intervient au niveau de la négociation, on intervient essentiellement sur les forcenés, prise d'otage. Donc, Didier, aujourd'hui, on veut comprendre avec toi, quand une crise pareille survient, quelles sont quelle est ton approche de cette crise? Parce que tu arrives je vais dire, à désamorcer les crises. Et aujourd'hui, en entreprise, on est souvent dans des crises et le sujet de cette semaine, c'est le changement. Comment tu arrives à changer une situation de vie ou de mort potentielle en une situation qui résulte, on va dire, dans un happy end ou quand c'est possible? Alors, il y a eu de fortes études de sociologie au niveau de l'écoute active et notamment à l'université de Palo Alto en Californie. Et ils en ont tiré des enseignements, et notamment un psychologue du FBI qui s'en est inspiré pour créer l'escalier de changement comportemental. Et cet escalier, si vous voulez, c'est cet escalier émotionnel, on s'en sert en permanence. Mais vous vous en servez vous aussi tous les jours. On s'en rend plus compte. On va essayer d'exacerber ça dans nos négociations. Le rôle du négociateur, c'est de niveler les émotions négatives de la personne en crise. En général, c'est la colère ou la haine ou la peur. Et donc, pour niveler cette émotion, il va falloir créer une relation de confiance. Et pour ça, il y a un cheminement, intellectuel à faire dès le départ de la crise, dès le premier contact, et même en amont du premier contact, par la recherche de renseignements et d'informations sur la personne. Si vous voulez, si on part du début de la crise, quand on arrive, on va essayer d'avoir le maximum de renseignements sur la personne pour pouvoir créer des liens. Donc ça peut être sur sa famille, ses enfants, leur sport, où est-ce qu'ils vont à l'école, tout ce qu'on va pouvoir avoir sur l'individu pour pouvoir ensuite créer un lien par la suite. Ensuite, vient le premier contact. Le premier contact, il est primordial parce qu'il n'y en a qu'un.
Donc là, il va y avoir déjà le non-verbal qui rentre en jeu si on est en visuel. Notre posture est importante. On doit avoir une posture apaisante. Et ça passe aussi par le non-verbal, par l'intonation de la voix, par le paraverbal. Donc tout ça, c'est important. Ensuite, après le premier... Oui. Alors, donc, après le premier contact, on va utiliser tout le long du processus l'écoute active. Donc on en a parlé, l'écoute active. Mais l'écoute active, c'est dénommer les émotions, c'est faire comprendre à l'autre qu'on l'écoute vraiment à 100%. C'est ce qui est le plus compliqué, c'est d'être à 100%. Ça veut dire aussi qu'on doit se mettre dans une bulle de confort. Ça veut dire qu'on doit pas être dérangé par des bruits parasites, par des collègues de travail, etc., etc. On doit montrer à la personne l'intérêt qu'on lui porte. Il est en colère, son besoin c'est d'être écouté. On doit donc faire abstraction de tout ce qui pourrait nous déranger autour. Donc cette écoute doit être vraiment importante parce que de cette écoute va découler tout le reste du processus. S'il a l'impression qu'on n'écoute pas, on ne pourra pas avancer dans la négociation. Perfect. Parce que par exemple, un des premiers bruits et gestes parasites qu'on peut avoir, par exemple, lors d'une réunion, quand quelqu'un, il y a peut-être une crise, c'est de répondre à son téléphone pour dire « Excuse-moi, je te rappelle plus tard ». Il n'y a rien de pire que ça. Parce on peut être tenté de répondre parce qu'on a peur de rater une information qui pense être primordiale, mais là, on vient juste de manquer de respect à la personne et lui montrer qu'on a d'autres intérêts peut-être plus importants que les leurs, que le sien. Alors que pour lui, là, actuellement, il est en crise, il est en colère, il y a rien de plus important actuellement que de régler sa problématique à lui. Voilà, donc il faut faire très attention à tout ça. Et il y en a plein des gestes parasites qu'on peut avoir. Alors après, l'écoute active, je l'ai dit, c'est pendant tout le processus. Hein. Ensuite, on va utiliser l'empathie. Alors c'est pas un outil anodin, l'empathie. Si on ne l'a pas, c'est compliqué, ça se rapprend pas. Hein. On doit avoir envie d'aider la personne. Et l'empathie, c'est, on croit toujours qu'il suffit de se mettre à la place de l'autre, mais il faut aussi comprendre l'autre dans son univers subjectif. C'est-à-dire que la personne en face de moi peut avoir une autre vision du monde. Elle peut avoir une autre vision du monde et une autre vision cérébrale. Forcément, on vit pas la même chose. On a un autre vécu, on a une autre expérience et peut-être une autre culture, etc., qui peut aller complètement à l'encontre de la mienne. En attendant, je dois être empathique avec lui et essayer de comprendre comment il fonctionne et non pas être dans le jugement ou dans les préjugés de premier contact. Absolument. Avec le monde de l'entreprise, en effet, on se rend compte aujourd'hui qu'on parle beaucoup de leadership empathique, on parle d'empathie, mais j'adore la définition que tu en donnes. Ce n'est pas juste quelque chose de froid, de calculé, mais c'est vraiment de rentrer dans l'univers de l'autre, de le comprendre, ses motivations, ses croyances, ses peurs, ses origines, pour pouvoir créer ce lien qui va permettre de reconnecter en période de crise. Est-ce que si je dis ça, c'est une bonne transition avec le monde de l'entreprise? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est ça. C'est comme le management bienveillant, pas du management bienveillant, mais il suffit pas de mettre un baby-foot à l'entrée de l'entreprise pour penser que tout va aller mieux. Hein. Le leader doit connaître ses hommes, donc pour pouvoir créer des liens justement, il doit les connaître, il doit savoir écouter surtout. Écouter peut-être le malaise qui peut être grandissant, et c'est pas en mettant un billard que ça va aller mieux. Hein. Donc Didier, l'importance donc de créer ce lien-là, et pour nous professionnels, on le comprend parce que qu'est-ce qui se passe en entreprise? En entreprise, il y a des crises qui durent parce qu'on ne sait pas créer ces liens. Aujourd'hui, tu nous donnes là, j'ai déjà noté 5 choses qui pour moi peuvent aider à créer les liens. Première des choses, se renseigner sur l'univers de l'autre, sur l'univers de la personne avec qui je suis en crise. Parce que je suppose qu'il y a toujours 2 parties. Ensuite, lui accorder mon attention, écoute active, mais vraiment sérieuse. Et je pense que cette écoute-là, elle va dans elle est 360 degrés. Troisième des choses, et peut-être que ça, on l'avait pas traduit, c'est le non-verbal. Tu as dit qu'il fallait faire attention à ses mots, à sa voix, à sa posture, pour pouvoir désamorcer et baisser je suppose, le niveau de tension. Et ensuite, tu nous as parlé d'empathie.
d'empathie qui était de rentrer dans son univers. Et la cinquième et dernière chose, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure et qui est en train de m'échapper, mais ça va me revenir. Après l'empathie, on va se servir des liens qu'on peut avoir avec la personne. Et justement, si on ne connaît pas nos employés, si on ne connaît pas la personne qui est en crise, il va falloir trouver des liens. Mais donc, on peut les avoir eus quand on est arrivé sur le lieu de crise, on peut les avoir eus justement dans les renseignements, informations. Un chef d'entreprise, en principe, il doit connaître ses employés. Et donc, les liens, il les a peut-être déjà. S'il est à l'écoute de ses employés, il les a déjà, les liens. Et les liens, c'est très important parce qu'on va pouvoir peut-être désamorcer la situation uniquement avec ça, parce qu'on connaît l'autre, on connaît peut-être sa femme, on connaît ses enfants, on connaît peut-être sa situation familiale, etc., les problèmes qu'il peut avoir dans la vie, et donc on va pouvoir lui montrer qu'on la reconnaissance, ça va être l'étape d'après, c'est reconnaître l'autre, y compris s'il a fait des bêtises. Parce que si on est dans une situation de crise, c'est peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont blessé quelqu'un, mais ça peut être aussi une agression physique, bien sûr, ou bien plus grave dans notre cas, dans les antennes raides. Donc il va y avoir cette nouvelle marche qui est la reconnaissance de l'autre. Il ne faut pas hésiter à reconnaître l'autre dans sa colère et pourquoi il est en colère. Je vais revenir sur la reconnaissance tout à l'heure parce qu'on le sait que c'est hyper important la reconnaissance maintenant et c'est ce que demande tout le monde. Quand on voit tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les entreprises, on parle toujours de reconnaissance. Une fois qu'on aura créé tout ça, les liens, la reconnaissance, grâce à l'empathie et l'écoute active, on aura créé une relation de confiance. Et c'est seulement quand on aura créé cette relation de confiance qu'il y aura un changement comportemental. Ça veut dire que la personne va enfin se calmer et qu'elle pourra à son tour nous écouter. Et peut-être entendre ce que nous aussi on a à dire. Tant qu'on n'a pas créé cette relation de confiance avec le processus que j'ai pu vous donner, on n'aura pas ce changement comportemental. Et ce changement, ça peut être, il va peut-être vous dire, il m'a compris, donc il va pouvoir m'aider. Et maintenant, c'est lui qui va dire, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là qu'on va utiliser la créativité pour lui proposer des solutions, plusieurs solutions, et puis on trouvera peut-être ensemble la meilleure pour tout le monde.